La somptueuse demeure des Valdés brillait au cœur de la Colonia Polanco, à Mexico, comme un symbole parfait de prestige et de opulence. Chaque soir, la maîtresse de maison, Vanessa Moral de Valdés, organisait des réceptions élégantes où les invités sirotaient du champagne français sous la lueur de lustre en cristal italien. Les rires, les flatteries et la musique s'élevaient du rez-de-chaussée. Comme si la vie entière de la famille se résumait à une succession de soirées triomphales. Mais sous cette façade d'abondance et d'esthétique impeccable se cachait un secret d'une noirceur inimaginable. 9 mètres sous terre, dissimulé derrière un mur factice dans la cave à vin, se trouvait un minuscule cachot sans fenêtre, un endroit construit pour que personne ne puisse le deviner. Là, enchaînée par les poignets, vivait une femme de 72 ans, réduite au silence, oubliée du monde. Doña Guadalupe Sánchez de Valdés. Déclarée disparue un an plus tôt. Son unique compagnie était un vieux chapelet brisé, les perles émoussées par le temps et les larmes. Chaque jour, elle murmurait des prières avec une voix qui tremblait sous le poids de la fatigue, de la faim et du froid. Sa peau, devenue presque transparente, reflétait l'absence de lumière. Ses cheveux blancs formaient des mèches emmêlées. Ses yeux, jadis vifs et sages, s'étaient creusés, jusqu'à donner l'impression qu'elle portait le monde entier sur ses paupières. Personne n'aurait pu imaginer qu'elle avait autrefois été la véritable propriétaire de cette maison. Après la mort de son mari Armando Valdés, un industriel du textile, elle avait continué à vivre avec dignité dans la demeure construite durant 40 ans de labeur commun. Son fils unique, Roberto, était devenu un magnate de l'immobilier. Grand, élégant, toujours vêtu de costumes coûteux, il incarnait la réussite héritée et soigneusement multiplée. Son seul défaut, le seul qui allait lui coûter plus que tout lors de son empire, c'était sa confiance aveugle envers sa femme, Vanessa Moral. Une femme de 38 ans, aussi belle que calculatrice, au sourire parfait mais jamais sincère. Au regard vert où aucune chaleur ne brillait. Elle avait rencontré Roberto lors d'un gala de charité. Elle n'avait pas un centime, mais son ambition brûlait comme une braise prête à incendier tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Dès leur première conversation, elle avait vu en lui non un époux, mais une porte ouverte vers la vie de luxe dont elle rêvait depuis toujours. Guadalupe, elle, avait tout de suite perçu le danger. Elle avait vu comment les yeux de Vanessa s'attardaient trop souvent sur les documents officiels, comment elle posait des questions sur les biens de famille. Comment son sourire se glaçait dès que la vieille femme entrait dans une pièce. Elle avait averti son fils, un après-midi, alors qu'il prenait un café dans le jardin fleuri. Cette femme ne t'aime pas, Roberto. Elle te convoite, et surtout, elle convoite ce qui t'appartient. Mais le fils, aveuglé par l'illusion, avait répondu avec irritation. Maman, tu deviens paranoïaque. Vanessa est bonne, attentionnée. Tu te fais des idées. Guadalupe ne s'était jamais trompée. Vanessa avait passé des mois à faire établir des plans secrets avec un architecte corrompu. Sous prétexte de rénover la cave à vin, elle avait fait construire une pièce cachée, avec murs insonorisés, portes de métal camouflées et système d'aération minimal. Personne n'avait accès à cet endroit, pas même les employés de longue date de la famille. Puis était venue la nuit du 15 mars. Roberto se trouvait en voyage d'affaires à Monterrey. La maison était plongée dans un calme. Les talons. Les mois passèrent. La vieille femme perdit toute notion du temps. Sa force physique diminua, ses jambes se raidirent, ses yeux se voilèrent. Mais son esprit, étonnamment, refusait de mourir. Chaque soir, elle répétait. Mon Dieu, si tu existes, envoie-moi quelqu'un. Ne me laisse pas mourir ici, je t'en supplie. Au-dessus, dans le monde illuminé où l'argent efface toutes les apparences, Vanessa consolidait peu à peu son pouvoir. Profitant de la détresse de Roberto, elle l'encouragea à vendre certains biens familiaux pour réorganiser les investissements. Elle transférait discrètement des fonds vers des comptes à son nom. Roberto, dévasté par la disparition de sa mère, se raccrochait à Vanessa comme à une bouée de sauvetage, incapable de soupçonner la trahison. Puis, un dimanche d'avril, 14 mois après l'enfermement, quelque chose vint bouleverser l'équilibre parfaitement calculé de Vanessa. On sonna à la porte. Elle alla ouvrir. Agacée d'être dérangée un week-end. Sur le seuil se tenait un homme pieds nus. Il portait une simple chemise blanche et un pantalon de toile beige.
Ses cheveux sombres tombaient sur ses épaules. Une barbe soignée encadrait son visage, mais ce furent ses yeux profonds, insondables qui troublèrent instantanément Vanessa. Il n'avait ni sac, ni portefeuille, ni montre. Rien d'un visiteur normal. « Que voulez-vous » lança-t-elle sèchement, comme pour chasser une présence qu'elle ne comprenait pas mais qui la mettait mal à l'aise. L'homme la regarda longuement. Sans agressivité, mais avec une intensité qui fit frissonner la femme jusque dans sa cage thoracique. Il semblait voir à travers elle, comme s'il percevait les fissures invisibles que Vanessa tentait de masquer sous sa perfection glaciale. Ce jour-là, en entrant dans la maison, cet homme allait faire basculer le destin de la famille Valdés. Rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme. Mais avant qu'elle n'y parvienne, la main de l'inconnu se posa contre la porte. Il n'exerça aucune force brutale, il se contenta d'empêcher la fermeture, comme si son seul devoir était de rester debout, de veiller, d'attendre. « Je viens chercher Guadalupe. » À la simple mention de ce nom, Vanessa pâlit. Son visage perdit instantanément toute couleur, comme si son corps venait d'être frappé en plein cœur. Je ne sais pas de qui vous parlez. Il n'y a personne ici portant ce nom, répondit-elle d'une voix étranglée. L'homme la fixa droit dans les yeux, un regard profond, insondable. Presque douloureux. Vous le savez très bien. Et elle doit sortir de l'endroit où vous la gardez enfermée. Vanessa sentit le sol vaciller sous ses pieds. Le sang cessa de circuler dans ses mains. Vous êtes fou. Je vais appeler la police. Sa voix tremblait comme une feuille sous le vent. Appelez-la, si vous le voulez. Mais avant, dites à votre mari d'aller au sous-sol. Derrière la cave à vin. C'est là qu'il trouvera ce qu'il cherche depuis si longtemps. Roberto, qui avait entendu la conversation depuis le salon, surgit dans le vestibule, les sourcils froncés. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? L'homme tourna légèrement la tête vers lui. Ses yeux se firent plus doux, comme chargés d'une compassion infinie. Je suis quelqu'un qui sait où se trouve votre mère. Roberto sentit sa respiration se couper. Ma mère? Vous savez où elle est? Elle est vivante? Oui. Et elle est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Vanessa tenta d'intervenir, affolée. Roberto, ne l'écoute pas. Cet homme divague. Je vais appeler la sécurité. Mais Roberto ne l'écouta pas. Quelque chose dans le ton de l'inconnu, une certitude, une vérité nue, inexplicable venait de fissurer ses doutes. Dites-moi où elle est. L'homme leva un doigt et désigna l'intérieur de la maison. Ici même. Dans votre sous-sol. Roberto sentit son cœur exploser contre ses côtes. Il se précipita vers les escaliers en ignorant les cris de Vanessa. Roberto, arrête. Cet homme te manipule. Mais Roberto ne pouvait plus s'arrêter. Il dévala les marches, ses pas résonnant comme des coups de marteau. Arrivé au sous-sol, il alluma la lumière. L'endroit semblait banal, étagère de vin, boîte de rangement. Odeur d'humidité. Il n'y a rien ici. Murmura-t-il, le souffle court. Puis les mots de l'étranger lui revinrent comme un écho, derrière la cave à vin. Il approcha des étagères métalliques. Les observa quelques secondes, posa ses mains dessus et poussa de toutes ses forces. L'un des étagères pivota légèrement. Un souffle glacé passa entre les interstices. Une paroi différente apparaissait derrière, d'un gris mat, sans texture, sans trace. Il posa la main dessus, un son creux résonna. Roberto sentit ses doigts trembler. Il chercha un mécanisme, glissa sa main le long d'une moulure, jusqu'à sentir un petit loquet. Il tira. La paroi se déplaça lentement, comme une porte secrète, révélant un couloir étroit faiblement éclairé par une ampoule vacillante. Au bout, une lourde porte d'acier étincelait sous la lumière. La peur lui serra la gorge. Il avança malgré tout, poussé par une rage, une douleur, un instinct primal. Lorsqu'il ouvrit la porte, une odeur de moisissure lui frappa le visage. Et là, dans une pièce minuscule, à peine 3 mètres carrés, il vit une silhouette assise sur un vieux lit de camp. Des chaînes entravaient ses chevilles. Ses yeux, deux puits de souffrance, se levèrent vers lui. Maman? Souffla-t-il, brisé.
Guadalupe leva la tête avec lenteur. Son regard mit du temps à trouver le sien. Lorsqu'elle le reconnut, un sanglot irrépressible secoua tout son corps. « Roberto, mon fils, tu es venu. » Roberto tomba à genoux. Ses mains tremblaient tellement qu'il en avait du mal à respirer. Il s'approcha d'elle, l'entoura de ses bras. Sa mère était aussi légère qu'une plume, glacée comme une pierre, sa peau fragilisée par le manque de nourriture, par l'humidité, par les nuits sans fin. Il la souleva, déterminé à la ramener à la lumière. Lorsqu'il remonta les escaliers, ses larmes se mêlaient à ses cris. « Appelez une ambulance !» Tout de suite. Les domestiques accoururent. Paniqués. Vanessa, restée dans le salon, fixait la scène, paralysée. Elle savait que son monde venait de s'effondrer. L'homme aux pieds nus se tenait toujours dans l'entrée. Son regard suivait Roberto et Guadalupe avec une tristesse douce mais une résolution inébranlable, comme quelqu'un qui voit enfin s'accomplir ce qu'il savait depuis longtemps. Roberto déposa sa mère sur le canapé et demanda qu'on lui apporte une pince. Les chaînes tombèrent avec un bruit métallique. Les marques laissées autour des chevilles de Guadalupe étaient profondes, rouges, enflammées, prêtes à s'infecter. « Maman, pardon de ne pas t'avoir cherché mieux, pardon d'avoir été aveugle. » sanglota-t-il. Guadalupe, dans un geste fragile, posa sa main sur sa joue. « Ce n'est pas ta faute ? Mon fils, ce n'est pas ta faute ?» Roberto se retourna alors vers Vanessa. Son regard avait changé, il n'y avait plus que du dégoût, de la rage, du mépris. « Toi. Tu as fait ça. Tu as gardé ma mère. Enfermée ici pendant plus d'1 an. Tu l'as laissée souffrir pendant que tu vivais dans sa maison. » Vanessa éclata en sanglots. « Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Ce n'était pas ce que je voulais. » Mensonge. Rugit Roberto en s'avançant vers elle, les poings serrés. L'homme aux pieds nus posa une main ferme mais apaisante sur l'épaule de Roberto. « Non. Pas ainsi. » Roberto, essoufflé, secoué, le fixa avec des yeux remplis de colère désorientée. « Qui êtes-vous ? Comment saviez-vous ? » L'homme ne répondit pas directement. « Ce qui compte maintenant. C'est ta mère. Elle a besoin de soins urgents. » Quelques minutes plus tard, les sirènes retentirent dans la rue. Les paramédics examinèrent Guadalupe, déshydratée, affamée, à l'aube d'une pneumonie. Ils la mirent sur une civière. Roberto monta dans l'ambulance à ses côtés. Avant de partir, il lança à son assistant, que personne ne laisse sortir Vanessa. Appelle la police. Administrez des antibiotiques, surveillez sa respiration fragile. Tout ira bien, maman. Je te le promets. Plus jamais tu ne vivras une seule seconde de peur. Guadalupe, avec un sourire tremblant, murmura, c'est fini maintenant, mon fils ? C'est fini. Puis elle demanda, qui était cet homme ? Celui qui t'a dit où me trouver. Roberto secoua la tête. Je ne sais pas. Il est arrivé à la maison, et il savait. Je ne comprends pas. Guadalupe ferma les yeux. Moi, je sais. Pendant tous ces mois dans le noir, je priais. Je demandais à Jésus de m'envoyer quelqu'un. Et il est venu. Roberto voulut croire qu'elle délirait, mais une part enfouie en lui frissonna. Et si ? Ce soir-là, alors que Guadalupe dormait enfin, Roberto sortit dans le couloir. S'effondra sur un banc, le visage enfoui dans ses mains. Il pleura comme un enfant. Pleura pour sa mère, pour sa cécité, pour avoir fait confiance au mal masqué sous l'amour. Un infirmier passa là. Tête. Tout va bien, monsieur ? Roberto hocha la tête. Oui, j'ai juste besoin d'un moment. Et dans le silence du couloir, les mots de l'étranger lui revinrent, clairs comme s'ils venaient d'être murmurés à son oreille. Les prières sont toujours entendues. Les prières, cours d'eau brottant du cœur, ne se perdent jamais. Elles trouvent toujours un chemin, même invisible, pour être entendues. Les jours qui suivirent le rescate de Guadalupe furent un ouragan, un véritable tremblement de terre émotionnel et médiatique. Du matin au soir, les écrans répétaient le même titre. Plus brutal que le précédent, un empresario descubra su madre encerrada por su esposa en un sótano secreto.
C'était devenu la notitia du pays. Les chaînes de télévision envoyaient des unités mobiles, les journalistes s'installaient comme des campeurs devant l'hôpital, et Roberto, submergé, dut engager un service de sécurité renforcé pour protéger l'intimité de sa mère. Vanessa Morale. Autrefois impeccablement maquillée, élégante, respectée dans les cercles mondains, se vit soudain mise en état d'arrestation. Les charges tombaient comme une pluie glaciale, séquestration, privation illégale de la libertad, tentative d'homicide, fraude aggravée. Les preuves s'empilaient avec une cruauté indiscutable, le cuarto occulto parfaitement dissimulé, les transferts de fonds détournés, les plans signés par un architecte corrompu qui, effrayé par la possibilité d'une sentence lourde, finit par tout avouer. Il n'y avait aucune échappatoire. Aucune. Son avocat tenta de plaider un trastorno mental transitorio, mais personne n'y crut. Ni le jury, ni le juge, ni même l'opinion publique qui observait cette affaire comme un spectacle. Le procès devint un cirque médiatique, retransmis dans les cafés, commenté dans les salons, décortiqué sur les réseaux sociaux. Et au centre de ce chaos, dans une salle silencieuse, était Guadalupe. Affaiblie mais invincible. Dans sa dignité, elle donna son témoignage depuis une silla de Ruda. Sa voix, fragile par moments mais pleine d'une force presque sacrée, décrivit chaque jour de son calvario. Elle raconta comment Vanessa l'avait poussée, enfermée, laissé respirer l'obscurité et la peur jusqu'à croire que la mort elle-même l'avait oubliée. J'ai perdu la cuanta de Cuanta VC qui se rendirent, dit-elle. Les yeux levés vers le jury. Mais quelque chose en moi me disait que je n'étais pas seul, que quelqu'un m'écoutait. Un silence profond s'abattit sur la salle. Certains jurés essuyaient discrètement leurs larmes. Même les plus cyniques des journalistes abaissèrent leurs stylos. Vanessa, assise dans le box des accusés, ne pleurait plus. Elle ne se défendait plus. Elle ne suppliait plus. Elle attendait, tête basse, comme une ombre résignée à son propre destin. Lorsque le verdict tomba, la salle entière sembla retenir son souffle dans un silence presque religieux. Coupable. Sur tous les chefs d'accusation. Vanessa ferma brièvement les yeux. Elle connaissait la suite. La prison serait son seul horizon pour le reste de sa vie. Roberto, assis dans la galerie du tribunal, ne ressentit ni triomphe ni vengeance. Seulement un épuisement insondable. Une fatigue qui semblait venir de l'âme. Après le jugement, il prit une décision irrévocable, vendre la mansion. Ce lieu, jadis symbole de réussite, était devenu un mausolée de souvenirs obscurs. Il acheta une maison plus petite à Coyoacán, une maison simple, lumineuse, traversée d'air frais, un endroit où, pensait-il, sa mère pourrait enfin respirer. Des infirmières, des thérapeutes, des spécialistes furent engagés. Roberto fit tout ce qui était humainement possible pour la guérison de Guadalupe. Mais il comprit rapidement que les blessures les plus profondes ne se logeaient ni dans la peau ni dans les os, mais dans l'âme. Guadalupe se réveillait chaque nuit en criant, croyant entendre les cadenas du sous-sol, sentant la pierre glacée sous ses pieds. Roberto accourait, la serrait contre lui. « Tu es en sécurité, Mama. Tu es avec moi. » Peu à peu, la lumière revint. Elle recommença à sourire, à marcher dans le jardin, à préparer les plats qu'elle aimait. Pourtant, elle gardait une pensée fixe, comme une lueur dans son regard, l'homme d'Escalzo. Un après-midi, en partageant un café au soleil, elle demanda. « L'as-tu revu ?» Roberto secoua la tête. « Non. Il a disparu ce jour-là. Je ne connais même pas son nom. » Guadalupe sourit avec douceur. Le nom n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il est venu quand nous avions le plus besoin de lui. Mais Roberto n'arrivait pas à accepter cette disparition comme un simple hasard. Il engagea des détectives privés, consulta des archives, fit examiner les caméras de sécurité, interrogea les voisins. Rien. C'était comme si l'homme n'avait jamais existé. Chaque absence de preuve renforçait son tourment. Mais pas celui de Guadalupe, qui murmurait parfois. Certains envoyés ne laissent pas de traces, seulement des miracles. Les mois passèrent et la maison de Coyoacán devint un refuge vivant. Ce n'était pas une demeure de luxe, mais elle respirait la chaleur humaine. Les murs étaient peints d'un jaune tendre, les fenêtres ornées de géraniums,
et l'odeur du café fraîchement préparé remplissait chaque matin l'air. Guadalupe marchait dans le jardin en s'appuyant sur un bâton, nourrissait les oiseaux qui venaient picorer au mangeoire de Madeira que Roberto avait construite pour elle. Parfois, elle restait immobile, le visage tourné vers le ciel, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un là-haut. Roberto l'observait depuis son estudio, partagé entre le soulagement et la culpa. Chaque sourire de sa mère réveillait en lui le souvenir des 14 mois où il l'avait cherchée sans comprendre qu'elle était enfouie sous le même toit. Cette pensée le déchirait. Il suivait une thérapie 2 fois par semaine. La doctora Mendoza répétait que Vanessa avait manipulé tout le monde, qu'aucune vigilance ordinaire n'aurait suffi. Mais Roberto ne parvenait pas à se pardonner. Un après-midi, alors qu'il prenait le thé dans le patio, Guadalupe brisa le silence. « Ijo, il faut que tu cesses de te punir. » Roberto releva les yeux, surpris. « Je ne me punis pas, Mama. Je cherche seulement à comprendre comment j'ai pu être aussi aveugle. » Guadalupe posa sa tasse et répondit avec une sagesse née de la douleur. « La cécité n'est pas un défaut quand quelqu'un t'a bandé les yeux avec des mensonges. Tu as fait ce que font les hommes bons, tu as fait confiance. Et l'amour fait confiance. » Roberto sentit sa gorge se serrer. Une carpeta épaisse contenait tous les documents de sa recherche obsessionnelle sur l'homme Descalzo. Il avait engagé des spécialistes, même un analyste forense pour examiner les images des caméras extérieures. Rien. L'homme apparaissait soudain, marchant pieds nus sur le pavé brûlant, le visage illuminé d'une sérénité presque irréelle. Il avait parlé à Vanessa, et celle-ci avait reculé avec un effroi inexplicable. Roberto fixa l'écran, arrêtant la vidéo au moment où l'homme regardait directement la caméra. Ses yeux semblaient percer la surface du verre, comme s'il voyait au-delà. « Qui es-tu » murmura Roberto. Ce soir-là, son téléphone sonna. C'était Hector Ruiz, le détective le plus persistant. « Senor Valdés, j'ai peut-être trouvé quelque chose. » Roberto se redressa. D'un bond. « Qu'avez-vous découvert » Hector inspira. J'ai enquêté dans les églises, les refuges, les centres communautaires, comme vous me l'aviez demandé. Personne ne reconnaît l'homme de la photo. Mais j'ai trouvé autre chose. Il marqua une pause. Des témoignages. Plusieurs. Quel genre de témoignages? Des récits d'apparitions similaires. Un homme Descalzo, qui surgit dans des moments critiques, qui aide d'une manière inexplicable, puis qui disparaît sans laisser de traces. Roberto sentit un frisson lui parcourir l'échine. Combien de cas? Au moins 12. Ces 5 dernières années, rien que dans la Ciudad de Mexico. Toutes les histoires se ressemblent, des personnes en danger, désespérées, secourues par un homme inconnu qui semble savoir des choses. Impossible. Et puis, plus rien. Roberto serra le téléphone, le souffle court. J'ai besoin de ces dossiers. Tous. Dans le silence qui suivit, quelque chose changea dans son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit non pas du doute, mais une forme de certitude. Une certitude lumineuse, presque sacrée. Peut-être que certaines présences ne sont pas faites pour être retrouvées. Peut-être qu'elles ne sont pas de ce monde. Peut-être qu'elles ne viennent que lorsque les ténèbres deviennent trop lourdes et repartent lorsque la lumière revient. Et dans la petite maison de Coyoacán, sous un ciel qui commençait à s'emplir d'étoiles, Guadalupe et Roberto, chacun à sa manière, comprirent que leurs prières, murmurées dans la douleur, avaient été entendues. Et qu'un miracle, parfois, peut marcher pieds nus. Roberto terminait un lamado cuando la voix de Hector resonó non sumante, alguno testimonio eran inquietante. Demasiado inquiétante. Lugo de Colgar, se quedó un largo instant frente à la pantalla encendida. La imagen congelada de aquel hombre Descalzo seguía allí, immóvil, como una presencia que se negaba a desaparecer. Cielo que Hector había insinuado era verdad, ese extrano no era un caso aislado, formaba parte de algo mucho más vasto, profundo y misterioso. A la manana siguiente, un mensajero dejó un paquet selado en la puerta. Roberto el tomo con mano temblorosa, presintiendo que su contenido cambiaría algo dentro de él. Al abrirlo, descubrió dos expedientes gruesos, cada uno lleno de fotografía,
Testimonio y reporte de Talado. Comenzo por el primero. Era la historia de una mujer de 60 años que, desesperada, había intentado quitarse la vida en el puente de Cuernavaca. Sin embargo, un hombre descalzo se acercó, se sentó a su lado y habló con ella durante 2 horas. Cuando llegó la policía, él había desaparecido sin dejar rastro, y la mujer estaba viva, serena. Sostenida por la certeza de que alguien la había escuchado de verdad. El segundo expediente narraba el caso de un niño perdido en el metro Pantitlán. Lo encontraron de la mano de un desconocido que el lo condujo exactamente hasta su padre, quien lo rabó desesperado. Pero en cuanto intentaron dar las gracias, el hombre ya no estaba. El tercer informe era aún más desconcertante. Un adicto en rehabilitación afirmó haber recibido la visita de alguien que le habló con ternura sobre su madre fallecida, mencionando detalles que nadie más podía conocer. Cada historia era distinta. Cada escenario completamente diferente, pero toda compartían un mismo hilo invisible. Roberto leyó durante horas, casi sin parpadear. Algunos testimonios coincidían físicamente con el hombre que él mismo había visto entrar a su casa aquella noche. Otro lo describían con variación, más joven, más viejo, con cabello diferente, con otro gesto, como si pudiera transformarse en los ojos de quien más él necesitaba. Pero había algo que jamais cambiaba, la sensación que dejaba en cada persona. Paz. Una paz profunda, casi sagrada. La certeza absoluta de haber sido escuchado sin juicio. Sin prisa, sin condición. Guadalupe entró sin tocar, como el hacía desde que Roberto era niño. Encontró a su hijo inclinado sobre la mesa, rodeado de documentos, con los ojos rojos de cansancio y consideraba posible. Un desconocido había llegado desde la nada, sabía exactamente dónde estaba su madre, y desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo podía seguir aferrando a las explicaciones habitual? ¿Cómo puedo tener tu certeza? Preguntó casi en un susurro. No puedo, respondió Guadalupe con suavidad. La certeza no se hereda. Se experimenta. Pero puedo empezar por dejar de buscar prueba, y comenzar a buscar significado. Significado? Si. Preguntat no quien era ese hombre, sino para que vino. ¿Qué te está pidiendo que haga con esta segunda oportunidad? Roberto se quedó inmóvil. Las palabras de su madre lo atravesaron como campana que resonaban en el más hondo. Esa noche no durmió. Caminó por la casa, miró una y otra vez los expedientes. Abrió cajón sin razón, se sentó, se levantó, volvió a sentarse. Una única frase no dejaba de perseguirlo, para que vino. Al amanecer, ya tenía la respuesta. Llamó a su abogado, a su contador. A su equipo administrativo. Convocó una reunión inmediata. Cuando todo estuvieron presentes, anunció sin rodeo. Quiero crear una fundación. Los presentes se miraron uno a otro, confuso. ¿Qué tipo de fundación, señor Valdés? Preguntó su contador. Una fundación dedicada a buscar personas desaparecidas y a apoyar a su familia. Quiero destinar el 30% de mi activo líquido. El contador principal casi se ahogó con el café. Señor, estamos hablando de millones. Lo sé, respondió Roberto. ¿Cuánto tardaríamos en establecerla legalmente? Su abogada calculó los tiempo. Con los trámites normal, 6 meses. Tienen 3 semanas. Pero, señor Valdés. No es negociable. Si mi madre pudo ser encontrada después de 14 meses, otro también pueden serlo. No voy a esperar medio año mientras más familias sigan sufriendo. La reunión terminó con un equipo completamente sacudido, pero dispuesto a moverse a toda velocidad. Roberto trabajó día y noche. Contrató investigador privado, antropólogo forense, psicólogo especializado en trauma, abogado experto en desaparición. Rentó oficina en el centro de la ciudad, amplia, luminosa. Y comenzó a reclutar personal con urgencia. Guadalupe observaba todo desde su silla en el jardín, con una sonrisa que solo tiene una madre cuando ve que su hijo encuentra finalmente su propósito.
3 semana después, contra toda expectativa, la Fundación Guadalupe abrió oficialmente su puerta. El nombre había sido ID de Roberto, si su madre había resistido 14 meses encerrada con. Nada más que su fe, entonces su nombre debía convertir sans luz para otro. La inauguración fut sencilla pero profundamente emotiva. Roberto no quiso prensa, no quiso cámara. Solo invitó a alguna familia de desaparecido, aquella con las que ya había establecido contacto en las últimas semanas. Cuando se puso de pie para hablar, su voz tembló, pero no de miedo, sino de emoción. Esta fundación nace del dolor dijo, pero también de la esperanza. Mi madre estuvo perdida para mí durant 14 meses. Y cuando la recuperé, comprendí que no puedo quedarme de brazo cruzado. Mientras miles de familia sigan buscando a sus seres queridos. Los aplausos llenaron la sala. Guadalupe loraba en la primera fila, con las manos apretadas contra el pecho, orgullosa hasta el alma. Después del evento, una mujer joven de unos 30 años se acercó a Roberto. Tenía el rostro marcado por noches de llanto y semanas de incertidumbre. Mi hija desapareció hace 3 meses dijo con voz quebrada. La policía asegura que hizo todo lo que pudo, pero yo sé que no es verdad. Roberto tomó su mano sin dudar. Cuéntem todo. Vamos a ayudarla a buscar. Esa mujer fut la primera de. Siento. Roberto se involucró personalmente en cada caso. Leía expedient hasta la madrugada, acompañaba a las familias a presentar denuncia, presionaba a autoridad indolente, golpeaba puerta. Que nadie quería abrir. Se convirtió en la voz de quien no tenía voz. Los medios, tarde o temprano, se entraron. Al principio, Roberto rechazó toda las entrevistas, pero su equipo de comunicación le explicó que la visibilidad podría salvar vida. Aceptó entonces la invitación de un noticiero nacional. La periodista, Carmen Lugo, lo recibió con una mezcla de respeto y curiosidad. Senor Valdés, su historia ha conmovido al país. Encontró a su madre en circunstancia extraordinaria. Sid respondió Roberto con honestidad. Y esa experiencia me mostró que el sistema falla una y otra vez a las familias de desaparecido. Por eso creó la fundación? Exacto. No podemos esperar a que el gobierno haga todo. Necesitamos organizarnos como sociedad. Carmen lo observó con atención. Hablem del hombre que le dijo donde encontrar a su madre. Mucha gente especula sobre su identidad. Roberto dudó un instant, y Hugo respondió con la verdad desnuda. No sé quién era. Pero sé que sin él, mi madre seguiría encerrada. Créé en Los Milagros, Senor Valdés? No. Ahora, ya no estoy tan seguro. La entrevista se volvió viral. Miles compartiront el video. Algunos empezaron a llamarlo santo. Otro, farsante. Roberto ignoró a ambos. Lo único que le importaba era el trabajo. Pasaron 6 meses. La fundación había logrado localizar a 17 personas. Desaparecida. 17 vidas de vuelta. 17 familias reunidas. 17 historias que habían encontrado un nuevo amanecer. Y, en silencio, Roberto sabía que todo había comenzado con un hombre descalzo, y con una respuesta inesperada, luminosa y misericordiosa, a la oración más desesperada de una madre. Certains dossiers terminaban en tragedia, pero otros se convertían en reencuentro milagroso. Cada triunfo le devolvía a Roberto la fuerza para continuar, cada derrota le dejaba el corazón más desgastado. Una noche, Guadalupe lo encontró dormido sobre su escritorio, con un montón de expediente abierto y una taza de café ya fría a su lado. Con una ternura infinita, lo despertó rozando la pena el hombro. Y yo, necesita descansar. Roberto se taló los ojos, agotado. Tanto por hacer, mamá. Ya se respondió ella con voz suave, pero firme. Pero no podrá ayudar a nadie si te derrumba tu primero. Él sabía que tenía razón. Había adelgazado, dormía apenas una hora por noche y su apetito se había desvanecido casi por completo.
Su terapeutai lo había advertido sobre el agotamiento por compasión, es desgaste. Silencioso que devora incluso a los más fuertes. Está bien sedio. Voix à dormir. Solo déjame terminar este expedient. Guadalupe no se movió. Roberto. Il soltó una pequeña risa vencida. Está bien, mamá. Ahora mismo. Esa noche durmió ocho horas completa, un milagro para alguien que le vaba meses sobreviviendo con migaja de sueno. Al amanecer, Roberto tomó una decisión. Se daría un día libre. Levó a su madre a desayunar a un pequeño café de San Ángel, uno que ambos amabandes d'hacia ano. Ordenaron chilaquil y café de hola, y por un momento la vida pareció. Yo también respondió Guadalupe con serenidad. ¿Cree que volverá a aparecer? Ella sonrió. No lo sé. Pero tampoco importa. Ya qu'un plió su misión. ¿Cuál era? Despertar no respondió. Simplement. Después del desayuno, caminaron por las calles empedradas del barrio. Las casas colonial, los árboles de yacaranda, el aroma del pan recién horneado, todo parecía envuelto en una calma profunda que no sentían desde hacía tiempo. Entraron en una pequeña iglesia. Guadalupe se persignó y tomó asiento en una banca. Roberto se sentó a su lado, sin rezar, pero observando a su madre con los ojos cerrados, las manos entrelazadas, como si conversara con alguien que solo ella podía escuchar. Después de un rato, Guadalupe abrió los ojos. Va a nadar Gracia. ¿Por qué? Preguntó él. Gracia, pero no sé cómo. Guadalupe le tomó la mano. No es una forma correcta, hijo. Dielo que salga de tu corazón. Roberto cerró los ojos. No sabía exactamente a quién se dirigía. Pero el mensaje necesitaba salir. Gracia por no dejarla morir. Gracia por enviar ayuda cuando más la necesitábamos. Gracia por darme una segunda oportunidad, para ser el hijo que ella merece. Una lágrima rodó por su mejilla. Guadalupe apretó su mano con suavidad. Al salir de la iglesia, la luz del sol los envolvió con un resplandor cálido. Y allí, sentado en las escaleras, Roberto lo vio, el hombre descalzo. Su corazón dio un vuelco. Et le susurró. Guadalupe miró hacia las escaleras. ¿Quién, hijo? El hombre descalzo. Está sentado ahí. Ella frunció el seno. No veo a nadie. Roberto. Pero él sí. Roberto caminó hacia las escalinata, cada paso lo acercaba a ese rostro sereno que nunca había podido olvidar. Cuando estuvo frente a él, apenas pudo pronunciar palabra. Usted. El hombre sonrió, como si él hubiera estado esperando. Hola, Roberto. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted, en realidad? Alguien que escucha oración. Roberto sintió que el mundo se. Roberto está ayudando a otra familia. Lo sé. Y está orgulloso. Pero no olvide cuidarte. Nadie puede dar desde un pozo vacío. Las piernas de Roberto temblaban. Tango tenta pregunta. Y. Tendrá tiempo de encontrar tu propia respuesta, respondió el hombre. La fe no tenía certeza, sino confiar en el camino. Un grupo de turistas pasó entre ellos. Cuando se dispersaron. El hombre ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Guadalupe subió lentamente las escaleras. ¿Qué pasó? Está pálido. Lo sis, mamá. Hablé con él. ¿Con quién? Con el hombre descalzo. Estuvo aquí hace apenas un instant. Ella miró a su alrededor. No había nadie. Roberto se sentó, con las manos temblando. No estoy loco, mamá. Lo sis. Hablé con él. Guadalupe se sentó a su lado. Te creo, hijo. Lo dis solo para tranquilizarme. Ella negó suavemente. Te creo porque yo también lo he visto. Roberto giró hacia ella, sorprendido. Cuando? Varias veces, en el jardin.
Siempre de lejo. Nunca se acerca, pero sé que me cuida. Porque no me digiste? Porque ne necesitaba encontrarlo por ti mismo. Roberto guardó silencio. Salvar a otro. Los meses pasaron. La fundación creció más de lo que Roberto había imaginado. Contrato personal, abrió oficina en otro estados y multiplicó los casos de éxito, una nina encontrada. En Tijuana 2 años después de desaparecer, un anciano con Alzheimer localizado en Guadalajara, una adolescente rescatada de una red de trata en Cancún. Cada reencuentro le recordaba el suyo con Guadalupe. En el aniversario del rescate, Roberto organizó una ceremonia en la fundación. Más de 30 personas asistieron, familia unida de nuevo, madre abrazando a hijo que creían perdido. Adulto mayor recuperado, adolescente rescatada. Había lágrima, risa, testimonio que desgaraban y sanaban al mismo tiempo. Una madre se levantó para hablar. Mi hijo estuvo desaparecido hace meses. La policía cerró el caso, pero la fundación Guadalupe no se rindió. Hoy está aquí gracias a usted. El joven de 18 años tomó la mano de su madre, emocionado. Roberto sintió que cada desvelo había valido la pena. Guadalupe, sentada en primera fila, elle lo miraba con una mezcla de orgullo y amor imposible de describir. Al finalizar, ella se acercó. Estoy muy orgullosa de ti, hijo. Gracias, mamá. Pero esto empezó contigo. Tu fais nos salvo. Guadalupe negó suavemente. Mi fe abrió una puerta, pero tu decidiste cruzarla. Eso es valentia. Roberto la abrazó. A veces todavía tango. Pesadilla. Sueno que vuelvo al sótano y no te encuentro. Yo también tango pesadilla admitió ella. Pero cada mañana, cuando despierto y veo la luz entrar por mi ventana, recuerdo que las pesadillas son solo sombra del pasado. ¿Cómo has para perdonar? Guadalupe lo miró profundamente. Perdonar no significa olvidar ni justificar lo que Vanessa hizo. Perdonar es soltar el veneno. Para que no siga consumiendo. Roberto asintió. Alguien dialogaré ahí. Lo hará. Solo da tiempo. Et esa noche, Roberto recibió una llamada de la cárcel. Era el director. Senor Valdez, su ex esposa. Vanessa Moral, solicita una visita con usted. Un frío le recorrió el cuerpo. No quiero verla respondió, casi sin air. La entiendo, senor. Pero insiste. Dice que necesita hablar con usted. La respuesta es no. Entendido. Se lo comunicaré. Roberto colgó. Miró el teléfono durante un largo rato, sin moverse, sintiendo como una parte del pasado volvía a tocar la puerta. Pidiendo otra vez ser enfrentada. Y un no lo sabían, et esa llamada cambiaría su vida para siempre. 2 années s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Vanessa. Depuis la fin du procès. Un silence total s'était installé entre ella et Roberto, comme si un mur infranchissable s'était dressé entre leurs deux existences. Pourtant, ce matin-là, sans annuncio ni explication. Les mains croisées sur ses genoux. Et, tu vas y aller? Bien sûr que non, maman. Je n'ai rien à lui dire. Elle soupira, le regard chargé d'une sagesse durement acquise. Peut-être qu'elle, en revanche, a quelque chose à te dire. Je n'ai aucun intérêt à l'écouter. Roberto. Le pardon n'est pas pour elle. C'est pour toi. Tant que tu portes cette haine, tu lui donnes encore du pouvoir. Sur ta vie. Je ne suis pas en train de la pardonner. Alors va la voir et dis-le lui en face. Ou écoute-la. Ou ferme définitivement ce chapitre. Mais ne fuis pas, hijo. Ces mots résonnèrent en lui. Comme une condamnation douce mais implacable. Durant une semaine entière, Roberto oscilla entre la colère, la peur, le dégoût et cette curieuse sensation d'inachevé qu'il refusait d'admettre. Finalement, un soir, il prit le téléphone. J'accepte la visite. Le directeur de la prison sembla presque soulagé. Très bien, monsieur Valdez. Samedi, à 10 heures du matin.
Le jour arriva plus vite que Roberto ne l'aurait voulu. Sur la route menant au pénitencier, ses mains tremblaient sur le volant, couvertes d'une fine pellicule de sueur froide. Lorsqu'il descendit de la voiture, il sentait son cœur battre dans sa gorge. Un gardien l'accueillit, le fouilla, puis le guida jusqu'à la salle de visite blindée d'un épais silence métallique. De l'autre côté de la vitre, Vanessa l'attendait déjà. En 2 ans, elle avait vieilli d'une décennie. Ses cheveux, autrefois impeccables, portaient maintenant des mèches argentées. Sa peau semblait terne, vidée de sa vanité. Mordante, et ses yeux avaient perdu cet éclat calculateur qui l'avait toujours mise en confiance à un éclat qui, Roberto s'en rendait compte maintenant, n'avait jamais été que de la manipulation. Brillante. Lorsqu'elle le vit, ses yeux se remplirent de larmes. « Merci, merci d'être venu. » Roberto ne répondit pas. Il se contenta de la fixer, luttant pour contenir la tempête qui grondait en lui. Vanessa prit une inspiration tremblante. « Je sais que tu me détestes. Et tu en as parfaitement le droit. Je ne suis pas venu écouter tes excuses, Vanessa. Je ne suis pas là pour me justifier. Je suis venu pour te demander pardon. » Roberto eut un rire amer. « Pardon ? Tu as enfermé ma mère pendant plus d'1 an. Tu l'as laissée mourir de faim, de peur, dans un sous-sol. Et tu veux que je te pardonne ? Je n'attends pas que tu me pardonnes, murmura-t-elle. J'avais simplement besoin de te le dire. De te dire que je suis sincèrement désolé. » Roberto se pencha, la voix tranchante. Comme une lame. « Tu regrettes ce que tu as fait, ou tu regrettes d'avoir été prise ? » Vanessa baissa la tête, écrasée par une vérité qu'elle ne pouvait plus fuir. « Au début, j'étais seulement furieuse d'avoir perdu. Mais ici, seule, j'ai eu tout le temps du monde pour penser. Pour voir réellement ce que j'ai fait. Et j'ai eu honte. Honte de ce que je suis devenu. Un monstre. » Roberto sentit une fissure en lui, un petit craquement dans le mur compact de rage qu'il entretenait depuis des années. Ce n'était pas du pardon, pas encore, peut-être jamais. Mais c'était quelque chose. « Pourquoi, Vanessa ? Pourquoi as-tu fait ça ?» Elle s'essuya les joues. Par cupidité. Par envie. Par ambition maladive. Toutes ces laideurs qui vivent dans le cœur humain quand on les nourrit trop longtemps. Je voulais la vie de ta mère. Je pensais que si elle disparaissait, tout me reviendrait. Mais en réalité, je me suis enfermé moi-même dans une prison bien avant celle-ci. Roberto resta silencieux longuement. « Je ne te pardonne pas, dit-il enfin. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais je t'ai écouté. C'est tout ce que je peux te donner. » Vanessa acquiesça. « C'est déjà plus que ce que je mérite. Prends soin de ta mère, Roberto. Elle est exceptionnelle. Je le sais. » Il se leva, tourna le dos, et quitta la salle. Lorsqu'il s'assit dans sa voiture, une étrange légèreté envahit sa poitrine, imperceptible mais réelle comme si une pierre minuscule venait de se détacher de son âme. De retour à la maison, Guadalupe l'attendait avec du café chaud. Et un sourire tendre. Ce fut ce soir-là, pour la première fois, que Roberto comprit ce qu'était véritablement le début de la guérison. 5 années passèrent. Après ce jour où tout avait basculé. La Fondation Guadalupe, née presque par nécessité, était devenue l'organisation la plus importante du pays pour la recherche de personnes disparues. 15 États. 200 professionnels, plus de 300 familles réunies. Roberto avait accompli bien plus que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Mais chaque succès lui coûtait un peu plus de lui-même. À 45 ans, son visage portait les marques de batailles invisibles. Ses tempes grisonnaient, ses yeux étaient cernés en permanence, et chaque dossier non résolu se transformait en une. Comme lorsqu'il était enfant. Tout le chagrin accumulé, toutes les nuits blanches, toutes les pertes, sortirent sous forme de sanglots violents. Guadalupe murmura des mots d'amour et de réconfort. Sans jamais le lâcher. Quand il se calma, il s'essuya les yeux. « Pardon, Mama. Je ne voulais pas te faire de peine. Ne t'excuse jamais de ressentir. C'est ce qui fait de toi un homme. » Cette même après-midi, guidé par une clarté nouvelle, Roberto prit une décision difficile mais nécessaire.
Il appela la directrice des opérations, Mariana T. Mariana, j'ai besoin d'une réunion d'urgence avec toute l'équipe de direction. Est-ce que quelque chose est arrivé, Senor Valdés? Oui. Je me suis rendu compte que je dois changer des choses. À 17 heures, tout le monde était. Chacun retrouvait espoir, confiance, volonté. Et lui aussi, après des années d'épuisement et d'obsession, commençait lentement à reconstruire sa propre vie. Il se remit à faire de l'exercice, à cuisiner, à prendre soin de son corps et de son esprit. Mais surtout, il recommença à passer du temps avec Guadalupe. Un après-midi, alors qu'ils arrachaient ensemble les mauvaises herbes du jardin, sa mère l'observa longuement avant de murmurer. « Tu as meilleure mine, mon fils. »« Je me sens mieux, maman, » répondit-il en essuyant son front. J'ignorais à quel point j'avais besoin de lâcher prise. C'est étrange, on s'accroche parfois à ce qui nous détruit en croyant que cela nous sauve. Guadalupe hocha doucement la tête. Roberto continua d'arracher les herbes avec application. Puis déclara d'une voix plus basse. « Je pense beaucoup à lui, ces derniers temps. » « À qui ?»« Au l'homme aux pieds nus, à ce qu'il m'a dit la dernière fois que je l'ai vu. »« Et qu'a-t-il dit, Ijo ? » ?»« Que personne ne peut donner ce qu'il n'a plus. Que je ne pouvais pas puiser dans un puits vide. » Et, il avait raison. Il a toujours raison. Guadalupe sourit avec une sérénité ancienne. Presque sacrée. « Tu crois qu'il reviendra ?» demanda Roberto. « Je ne sais pas, mon fils, » répondit-elle. « Mais je sens que nous n'avons plus besoin de lui. Il a accompli sa mission. » Et c'était quoi? Sa mission? Nous réveiller. Nous montrer que les miracles existent, oui, mais aussi que nous devons faire notre part. Roberto s'assit sur l'herbe, près d'elle, les bras autour de ses genoux. Parfois, je me demande si je l'ai vraiment vu, ou si mon esprit désespéré a créé ce que j'avais besoin de voir. Est-ce que cela a vraiment de l'importance? Répondit Guadalupe. Il réfléchit un instant. Je suppose que non. Le résultat est le même. Tu as été sauvé. Exactement. Et c'est cela, la foi, elle ne nous satisfait pas toujours par des explications. Mais elle nous laisse les fruits, et ces fruits ne mentent jamais. Cette nuit-là, Roberto fit un rêve lumineux. Il marchait dans un champ immense, couvert de fleurs blanches qui ondulaient sous une brise légère. Au loin se dessinait une silhouette familière. Il avança, le cœur battant, et lorsqu'il fut assez près, il reconnut l'homme aux pieds nus. Il se tenait là, les bras ouverts, souriant. Roberto se mit à courir. Dans le rêve, il pouvait enfin parler librement. « Merci, merci de l'avoir sauvé. » L'homme le serra dans ses bras. « Ne me remercie pas, dit-il. Remercie-la, elle. Pour n'avoir jamais cessé de prier. Remercie-toi, toi, d'avoir écouté quand il le fallait. J'ai tant de questions. Les réponses viendront quand ton cœur sera prêt. » Roberto se réveilla en pleurant, mais une paix profonde, presque tangible, reposait en lui. C'était samedi. Il prépara des chilaquiles pour Guadalupe, les servit sur un plateau et entra doucement dans sa chambre. « Maman ? Réveille-toi, je t'ai apporté le petit déjeuner. » Elle ouvrit les yeux, surprise et souriante. « Que ai-je fait pour mériter ça ? » Rien, répondit-il. Juste exister. Ils mangèrent ensemble. Parlant de tout et de rien, du jardin, des souvenirs d'enfance de Roberto, des projets futurs de la fondation. Une simplicité parfaite, fragile et belle, enveloppait chaque instant. Après le repas, Roberto demanda. « Et si on allait à la messe ? » « Toi ? À la messe ? » Il sourit. « Oui. Je crois que j'ai besoin de dire merci. » Guadalupe n'ajouta rien, mais son regard brillait de joie. Ils allèrent à la même église où Roberto avait, des années auparavant, aperçu l'homme aux pieds nus. Ils s'installèrent au fond, pour observer en silence. Le père Massia, un jeune prêtre connu pour ses homélies profondes, célébrait la messe. Ce jour-là, il parla du pardon. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, disait-il. C'est un acte de force. On ne pardonne pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons la paix. Les mots traversèrent Roberto comme une lame douce. Il pensa à Vanessa.
3 ans s'étaient écoulés depuis sa dernière visite à la prison. 3 ans à se répéter qu'il ne pouvait pas, qu'il ne voulait pas pardonner. Mais soudain, tout devint clair, celui qui souffrait de ce refus, c'était lui. Après la messe, il resta assis. En voyant toutes ces vies transformées, sa gorge se serra. Mariana, sa directrice adjointe, l'encouragea. « Parlez avec votre cœur, Senor Valdés. » Il prit le micro. « Quand j'ai créé cette fondation. Il y a 5 ans, je l'ai fait depuis la douleur, la culpabilité, le désespoir. Je croyais que je pouvais sauver tout le monde. Je pensais que si je travaillais assez dur, je pourrais effacer toute la souffrance du monde. Mais je me trompais. Le silence se fit. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Nous ne pouvons pas effacer la souffrance. Mais nous pouvons accompagner ceux qui souffrent. Nous pouvons devenir une lumière dans l'obscurité de quelqu'un. Nous pouvons choisir l'espérance plutôt que la désolation. » Les applaudissements éclatèrent, longs, puissants, comme une vague d'énergie collective. Et Roberto sentit, au milieu de ces acclamations, que sa vie s'était enfin réconciliée avec elle-même. Que la douleur avait trouvé un sens. Que la foi, la sienne comme celle de sa mère, avait tracé un chemin. Un chemin qui, désormais, ne menait plus dans l'ombre, mais vers la lumière. Elle n'avait jamais perdu la foi. Ni lorsque la nuit la enfermait dans son silence. Ni lorsque la douleur lui faisait croire que la lumière jamais volverait. Cette foi, pourtant, ne la sauva pas par un miracle éclatant, mais d'une manière plus discrète, plus réelle, presque terrestre. Ses prières furent entendues, et un jour, un inconnu surgit dans leur vie comme une réponse inattendue. Certains, en l'écoutant raconter son histoire, s'écriaient « Alléluia » avec un enthousiasme fervent. Roberto, lui, ne savait pas vraiment qui était cet homme. Était-ce un ange? Était-ce Jésus lui-même sous une apparence quelconque? Ou simplement un être humain doté d'un don? Que personne ne comprenait? Il ne pouvait répondre à aucune de ces questions. Une seule chose était certaine, cet homme avait transformé sa vie. Et, plus encore, il lui avait appris que chacun, absolument chacun, pouvait devenir cet étranger pour quelqu'un d'autre, une main tendue quand tout s'écroule, une voix qui sauve une âme au bord du désespoir. Vous pouvez être la réponse à la prière de quelqu'un. Vous pouvez être la lumière que quelqu'un attend dans son obscurité, disait Roberto à la foule rassemblée devant lui. Les applaudissements éclatèrent aussitôt, puissants, vibrants. Au premier rang, Guadalupe, émue, pleurait de fierté. Quand son fils descendit de la scène, elle le serra dans ses bras. « Tu as été merveilleux, mon fils. » Il sourit doucement. « J'ai simplement appris du meilleur exemple, maman. » Plus tard dans l'après-midi, alors que la célébration se poursuivait avec rire, musique et prière, Roberto s'éloigna pour prendre un peu d'air. Il chercha un coin tranquille du parc, s'assit sous un arbre imposant, sentit la brise effleurer son visage et ferma les yeux un instant. Lorsque son regard se rouvrit, le cœur de Roberto se suspendit, l'homme aux pieds nus était assis à côté de lui, comme s'il avait toujours été là. Et pourtant, Roberto ne sursauta pas. C'était comme s'il s'était attendu à son retour depuis longtemps. L'homme lui adressa un sourire discret. « Je devais voir comment se terminait l'histoire. »« Elle est terminée, » répondit Roberto. L'homme secoua doucement la tête. « Non. Elle commence à peine. » Roberto le regarda disparaître entre les arbres, sans essayer de le poursuivre. Cette fois, il comprenait, toutes les réponses n'étaient pas nécessaires. Certaines vérités se reçoivent au cœur. Avec foi. Il retourna à la célébration, un sourire nouveau éclairant son visage. « Tu as l'air heureux, » dit Guadalupe. « Je le suis, maman. Enfin, je le suis vraiment. » Les années suivantes furent baignées de paix et de prospérité. La fondation grandit, sauvant des dizaines de familles. Roberto épousa Elena, une psychologue douce et lumineuse qui travaillait déjà avec eux. Ils n'eurent pas d'enfants biologiques, mais leur maison devint un refuge vivant pour les enfants rescapés, ils devinrent oncle et tante adoptifs de dizaines de petites vies abîmées par le monde. Guadalupe. On la considérait comme un symbole de foi et d'espérance. Mais un matin de décembre, une fatigue inhabituelle l'obligea à s'asseoir. Roberto la conduisit à l'hôpital. Les examens révélèrent la vérité.
Son cœur faiblissait dangereusement. À son âge, une intervention serait presque sûrement fatale. Le médecin annonça la nouvelle avec délicatesse. Il est difficile d'être précis. Solution. Quelque chose à tenter. Elle posa doucement sa main sur la sienne. Ijo, nous avons déjà parlé de cela. Chaque vie a son temps. Mais j'ai encore besoin de toi, maman. Elle lui sourit. Et je serai toujours avec toi, même quand tu ne me verras plus. Les mois qui suivirent furent doux et douloureux à la fois. Ils passaient des heures à parler, à rire, à se remémorer chaque étape de leur histoire. Un après-midi, Guadalupe fit une demande inattendue. Je veux retourner à la maison de Polanco. Pourquoi? Demanda Roberto, stupéfait. J'ai besoin de fermer Ce lieu m'a pris 14 mois, mais il m'a donné quelque chose aussi. Il m'a montré ce qui compte vraiment. Il m'a révélé la force de ma foi. Et il m'a prouvé que je pouvais survivre à tout. Roberto sentit son cœur se serrer. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, maman. Elle secoua la tête. Je ne suis pas forte. Je suis aimée. Et c'est ce qui change tout. Elle leva alors la main, effleurant le mur devant elle. Je pardonne cet endroit. Je pardonne Vanessa. Je pardonne tout. Je ne veux plus porter aucun poids. Ses yeux se fermèrent l'espace d'un souffle, puis se rouvrirent baignés de larmes mais aussi de paix. Je suis prête à partir, Ijo. Ils quittèrent la maison, et avant de franchir le seuil, Guadalupe regarda une dernière fois derrière elle. Adieu, murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle dormit mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Mais un mois plus tard, son état se dégrada rapidement. L'hôpital devint son dernier refuge. Roberto ne la quitta plus. Elena apportait de la nourriture, Mariana gérait la fondation en leur absence, et des bouquets arrivaient chaque jour, porteurs de prières silencieuses. Une nuit, Guadalupe ouvrit les yeux soudainement. Roberto, assoupi à côté d'elle, sursauta. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» J'appelle l'infirmière. Non, reste avec moi. Assieds-toi. Elle serra faiblement sa main. Promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux. Promets-moi que tu continueras à vivre pleinement quand je serai parti. Maman, ne parle pas comme ça. Roberto. Promets-le. La voix était faible, mais la volonté intacte. Il céda. Je te le promets, maman. Elle sourit. Bien. Mon travail est terminé ici. Je t'ai donné au monde. Je t'ai enseigné la foi. Je peux partir en paix. Ne pars pas encore. Sanglota Roberto. Elle caressa sa main. Ijo mio, tu ne me perds pas. Je change seulement de forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je serai dans chaque geste d'amour que tu offriras. Dans chaque famille que tu aideras à se retrouver. Dans chaque acte de compassion. Ses paupières se fermèrent. Roberto eut un mouvement de panique. Mama, ouvre les yeux. Elle les rouvrit une dernière fois, étincelant comme deux astres paisibles. Ijo, est-ce que tu le vois? Voir quoi? Elle sourit. L'homme aux pieds nus, il est là, près de la fenêtre, il sourit. Roberto regarda, mais ne vit rien. Qu'est-ce qu'il dit, Mama? Sa voix devint un souffle. Qu'il est temps de rentrer à la maison. Le dernier sourire de Guadalupe illumina son visage. C'est si beau, Ijo, tellement beau. Guadalupe exhalait son dernier souffle avec une douceur presque sainte, comme si son âme s'élevait en silence vers un endroit où la douleur ne pouvait plus la suivre. Les moniteurs se mirent à sonner, brisant la tranquillité fragile de la chambre, et les infirmières accoururent. Roberto, incapable de supporter ce qu'il voyait, s'effondra sur le corps frêle de sa mère et sanglota comme un enfant qui perd son monde. Quelques instants plus tard, Elena entra précipitamment. En le voyant brisé, elle s'agenouilla et l'enveloppa dans ses bras. « Je suis tellement désolée, mon amour, » murmura-t-elle, mais Roberto n'arrivait pas à prononcer un seul mot. Seules ses larmes parlaient. Ainsi s'éteignit Guadalupe Sánchez de Valdés, à l'âge de 80 ans, entourée d'amour, de prière et de gratitude. La nouvelle de sa mort se répandit comme une onde de choc. Le jour du funérail,
les rues avoisinantes débordaient d'une foule immense. Des centaines de personnes étaient venues lui rendre hommage, des familles qu'elle avait soutenues dans leurs heures les plus sombres, des membres de la fondation qu'elle avait inspirée, des voisins, des amis, et des inconnus qui gardaient d'elle un souvenir indélébile. Chacun possédait une anecdote, un moment. Équipe. On le voyait errer dans la maison comme une ombre, incapable de manger, incapable de se concentrer, incapable de vivre. Une nuit, 3 mois après la mort de Guadalupe, il se retrouva incapable de dormir. Le silence de la maison le pesait comme un couvercle trop lourd. Il sortit alors dans le jardin, là où sa mère aimait s'asseoir pour regarder les étoiles et murmurer ses prières. Roberto s'installa sur la vieille banc en bois. Le ciel était limpide, constellé d'étoiles qui semblaient briller un peu plus fort ce soir-là. « Pourquoi me l'as-tu enlevée » demanda-t-il à la nuit. Elle était encore nécessaire ici. Un souffle de vent effleura les arbres, doux comme une caresse. Roberto ferma les yeux, le cœur serré. C'est alors qu'il sentit quelque chose, une présence calme, familière. Quand il ouvrit les yeux, l'homme aux pieds nus était assis à côté de lui, comme s'il avait toujours été là, patient, bienveillant. Cette fois, Roberto ne fut ni surpris ni effrayé. Au contraire, il ressentit une vague de soulagement. « Elle me manque tellement » murmura-t-il. « Je le sais » répondit l'homme avec la même douceur énigmatique qu'il avait toujours caractérisée. Pourquoi a-t-elle dû partir? Parce que son temps ici était accompli. Elle avait rempli sa mission. Roberto prit une profonde inspiration. Et quelle était cette mission? L'homme le regarda avec tendresse. Te montrer le chemin. Et maintenant, c'est à toi de le poursuivre. Je ne sais pas si je peux, pas sans elle. Tu le peux. Et tu le feras. Parce qu'elle vit en toi. Dans ton cœur, dans ta voix, dans chaque acte que tu accompliras. Les yeux de Roberto se remplirent de larmes. Elle est bien maintenant? Elle est en paix. Une paix totale, lumineuse, complète. Alors Roberto pleura, non plus comme un homme brisé, mais comme un fils qui accepte enfin de laisser partir sa mère vers la lumière. L'homme posa une main chaleureuse sur son épaule. Elle veut que tu saches quelque chose. Quoi? Qu'elle est fière de toi. Qu'elle ne veut pas que tu pleures davantage pour elle. Qu'elle veut te voir vivre pleinement, aider d'autres familles, aimer sans peur. Roberto hocha la tête en essuyant ses larmes. Je le ferai. Je lui en fais la promesse. L'homme sourit. Alors c'est bien. Car ton histoire ne se termine pas ici. Une nouvelle étape commence. Ils se levèrent ensemble. Roberto demanda, est-ce que je te reverrai? Quand tu auras besoin de moi, je serai là. Merci, pour tout. Ne me remercie pas, remercie-la. Et remercie la vie. En vivant de manière à honorer sa mémoire. L'homme commença à s'éloigner. Cette fois, Roberto ne sentit ni peur, ni vide, ni désespoir. Il sentit la paix. Une paix profonde, apaisante, presque sacrée. Quand il rentra à l'intérieur, son cœur semblait plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Elena l'attendait, inquiète. « Tu vas bien » demanda-t-elle. Roberto la regarda et un sourire sincère illumina son visage. « Oui, mon amour. Pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. » Cette nuit-là, il dormit profondément, sans cauchemar, sans angoisse. Et dans son rêve, il vit Guadalupe marcher dans un vaste champ de fleurs blanches, la main glissée dans celle de l'homme. Aux pieds nus. Tous deux se tournèrent vers lui et lui offrirent un sourire rayonnant. À cet instant, Roberto comprit que tout allait bien. Que tout avait toujours été entre les mains de l'amour. Et que l'amour, le véritable amour, ne meurt jamais. Ainsi s'achève l'histoire de Guadalupe et Roberto, une histoire de foi qui résiste à toutes les tempêtes, d'amour qui traverse les frontières de la mort, de pardon qui délivre et guérit. Et toi, lecteur, as-tu déjà vécu un miracle que tu ne peux expliquer? As-tu déjà senti une présence t'aider au moment où tu en avais le plus besoin? Si ton cœur porte un témoignage, partage-le. Quelqu'un pourrait y trouver de l'espoir. Et si ce récit t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls, que chaque prière trouve un chemin, que l'amour gagne toujours.
Que Dieu te bénisse.